Nous pouvons aisément le dire, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Et oui, nous avons pour objectif de vous accompagner dans cette mouvance et surtout dans cette quotidienne Matin Bonheur du lundi au vendredi à partir de 6h25 sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Différents arrêts donc aujourd'hui. Pas d'inforoute à vous proposer, mais on aura Instant Vérité avec la belle et dynamique Gabrielle Zani. Et vous aurez aussi Investissement. Guy Abinogues nous parlera aujourd'hui des OCPVM et vous saurez tout sur ces organismes financiers. À côté, bien sûr, de tout cela, il y aura du sport et des infos. Matin Bonheur vous réveille aujourd'hui. Vous me voyez ici, je suis sûr que vous vous posez des questions. Et oui, Matin Bonheur vous réveille très spécial aujourd'hui avec un contenu assez spécial donc, mais toujours le même objectif, être à vos côtés, à proximité et savoir comment vous démarrer, certes le lundi, mais surtout la semaine. Allez, sans plus tarder, on démarre donc avec la météo et ensuite le premier point de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Madame, Monsieur, bonjour. Le temps sera nuageux sur le littoral et le sud forestier avec de faibles pluies localisées sur le littoral. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Le centre, le nord-ouest et l'ouest observeront également des passages nuageux avec des pluies résiduelles. Ces nuages se dissiperont progressivement pour laisser place à un temps généralement nuageux. Partout ailleurs, le temps sera généralement nuageux. Côté température, on retrouvera 25 degrés à Bangoro, 24 à Abidjan et à Aïdiaké, 23 à Bandoukou, 22 degrés à Boaké, 23 à Bouna, Bundiali, Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 22 degrés à Giglo, 23 à Korogo, Man et Oudine, 24 degrés pour San Pedro, 25 à Sassandra, 24 à Soubré, Tabou et Tiasalé, 23 degrés à Touba et enfin 24 degrés à Yemsoko. L'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les régions du sud forestier, du centre et de l'ouest observeront des formations d'orages isolées avec des pluies. Ces orages accompagnés d'averses pourraient intéresser en fin de période les zones du littoral. Au cours de cet après-midi, les températures afficheront 33 degrés à Bangoro, 32 à Abidjan et à Adiaké, 33 degrés à Bandoukou, 34 à Bouaké et Bouna, 35 degrés à Bundiali, 33 à Daloa et Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 34 à Giglo et Korogo, 33 à Man et Oudine, 32 degrés pour San Pedro et Sassandra. La ville de Soubré affichera 33 degrés, 32 pour Tabou, 33 à Tiasalé, 34 degrés à Touba et enfin 33 à Yamsoko. Et voilà, nous refermons les portes de ce bulletin météo. Nous vous souhaitons de passer un très bon début de semaine. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal par l'agenda du Premier ministre. Patrick Achi a été reçu samedi en audience par le cardinal Jean-Pierre Cautois à Abidjan. Il était accompagné des ministres Anne Ouloto, Dao Paulin et Bruno Nabagné-Koné. Patrick Achi dit être venu se présenter à cette autorité religieuse pour recueillir sa bénédiction pour l'accomplissement de sa mission. Au sortir des échanges, les deux parties ont décidé ensemble que ce genre de rencontres se tiennent régulièrement. Nous sommes de plein pied dans le mois de jeûne Ramadan, un moment de sainteté et de partage. Parlant justement de partage, le Premier ministre a participé à la traditionnelle rupture collective du jeûne organisée par le COSIM. Patrick Achi a saisi l'occasion pour exhorter les guides religieux à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Le point de Koné Pargassoro. Deuxième décade du mois de Ramadan, quatrième pilier de l'islam. Période favorable
pour le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, pour organiser sa traditionnelle rupture collective du jeûne. Occasion pour le président du comité de transition des désignations du nouveau cheikh Aïma de mettre en relief l'importance de cette rencontre islamique, non sans rendre hommage au cheikh Aïma Bouakari Fofana et au cheikh Aïma Traoré Mamadou, mais aussi au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, tous rappelés à Dieu. Cheikh Moustapha Sonta a traduit la reconnaissance du COSIM au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de générosité à l'endroit de toutes les confessions religieuses. Le Ramadan, avec son jeûne, ses prières nocturnes et ses œuvres cultuelles, vient chaque année pour revivifier la vie des musulmans, éduquer les êtres et éveiller le cœur, en transformant positivement et son esprit et son comportement. C'est cela le caractère hautement spirituel du jeûne. La traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan du COSIM a bénéficié du soutien du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le représentant du nonce apostolique, des responsables de la Chambre des rois et chefs traditionnels et des guides des autres confessions religieuses, d'une forte délégation des membres du gouvernement conduite par le Premier ministre Patrick Achi, qui représentait à cette cérémonie religieuse le chef de l'État Alassane Ouattara. Université islamique, centre de santé communautaire, lycée islamique, chaîne de radio, chaîne de télévision, plusieurs réformes tendant à l'amélioration de la pratique religieuse et une obstinée éducation à la culture de la paix sont des acquis incommensurables qui ont changé le visage de l'islam et des musulmans en Côte d'Ivoire sous la houlette du COSIM. C'est l'occasion de saluer les guides religieux d'autres confessions qui ont bien voulu répondre présent à l'invitation du COSIM, une belle preuve de fraternité sans clivage. Partage de repas, louanges, prières collectives, invocations et bénédictions pour la cohésion, la paix et la stabilité. Des temps forts qui ont meublé cette cérémonie de rupture collective du jeûne du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, édition 2021. Et le COSIM qui a un nouveau leader, il s'agit de l'imam Ousmane Diakité, désigné à l'unanimité par ses pairs. Il remplace Cheikh Traoré Mamadou, rappelé à Dieu, connu par Gassoro. Après le décès du cheikh Aïma Traoré Mamadou le mardi 13 avril dernier, il aura désormais la tâche de diriger et de conduire la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. L'imam Ousmane Diakité, c'est lui, le nouveau cheikh Aïma. Il a été désigné à l'unanimité par ses pairs ce dimanche à la tête du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Cela au cours d'un conclave convoqué par le comité de transition des désignations du nouveau cheikh du COSIM. Au terme du conclave, c'est l'imam Ousmane Diakité qui a été désigné nouveau Cheikhul Aïma, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, guide de la communauté musulmane nationale. Imam de la grande mosquée Arafat de la Riviera Palmyre, Cheikh Aïma Ousmane Diakité était le secrétaire exécutif du COSIM. Par cette désignation, il devient le 7e président de cette importante structure islamique, le COSIM. Autre volet de l'actualité, la gendarmerie nationale a annoncé avoir interpellé 12 personnes soupçonnées d'avoir participé à l'attaque du camp militaire de Notré dans le nord d'Abidjan. Selon la gendarmerie nationale, ces 12 individus ont été appréhendés à la suite d'une enquête à Boussanogo. C'est dans la nuit du 20 au 21 avril dernier que la base militaire de Ndotré, dans la commune d'Abobo, qui abrite le 2e bataillon pilote projetable, a été attaquée par des individus. Le bilan fait état de 4 assaillants neutralisés et d'un militaire ivoirien blessé. Suite à cette attaque, une enquête a été ouverte par la gendarmerie nationale. Enquête qui a permis de localiser dans la zone de Daloa, plus précisément dans le village de Bekiprea, ces 12 présumés assaillants qui, dans leur repli sur leur base, ont fait escale à Daloa. L'un des présumés cerveaux confirme qu'ils ont été recrutés à Abidjan. Les courriers avec les gens qui avaient les plans pour attaquer. Là-bas, on m'a expliqué qu'il y a un travail. Après la réunion, là, maintenant, il y a les libéraux qui ont nous montré les armes qu'ils
Il y a les missions à quelque part qu'on a groupé ensemble pour partir là-bas. C'est là-bas on est parti maintenant et puis on nous a montré les trucs là, qu'il y a les missions. Ce qu'ils ont montré là dans un campement, c'était 4 garages avec les machettes. C'est ce qu'ils ont montré. On d'autres, là-bas, c'est au Carrefour là même. Ils ont parlé et puis ils sont partis vers où il y a Carrefour séminaire là. Ils sont partis vers dedans, c'est là-bas on nous a vus. Il y a vu beaucoup de personnes là-bas. Et ils ont été recrutés avec forte promesse. Ils disent qu'ils vont nous donner l'argent. Mais avant qu'ils vont te donner l'argent, il faut signer devant ton nom. 1 million et quelques. Les enquêtes sont en cours à l'effet de mettre le grappin sur toutes les personnes impliquées dans l'attaque de la base militaire de Ndotré. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. On se retrouve tout à l'heure pour développer l'actualité internationale. Et bien sûr, on sera donc en votre compagnie. Merci à Régis Kofi pour le premier point de l'actualité dans Matin Bonheur. Allez, la suite donc avec Matin Bonheur vous réveille. Nous allons vous emmener, chers téléspectateurs, aujourd'hui dans la commune d'Adjamé. Nous sommes dans le quartier d'Adjamé-Bracody en compagnie de Serge BDI. Il est vendeur de chaussures déjà à 6 heures, il faut le dire. Serge, comme de nombreux jeunes, eh bien, sort de chez lui pour aller grouiller, c'est-à-dire tout simplement se débrouiller, comme on aime le dire à Abidjan, être avec de petites activités comme ça pour avoir quelques revenus. Pour Serge, il n'y a pas de sous-métier, vendeur de chaussures. C'est par faute d'emploi que Serge s'est lancé dans ce business qui, malgré la baisse de son chiffre d'affaires depuis la crise sanitaire à coronavirus, arrive à subvenir à ses besoins. Allez, il souhaite cependant que les choses s'améliorent pour lui et bien pour ces nombreux jeunes, souvent qui sont en manque de boulot. Serge BDI fait partie de ces jeunes qui ont choisi de se battre au jour le jour pour avoir le pain quotidien. Issu d'une famille nombreuse et, il faut dire, père d'une petite fille, ce jeune garçon de 30 ans et vendeur de chaussures reste convaincu que la paresse n'est pas la solution. La preuve avec cet élément. Direction Adjamé-Bracody. Bon, je suis en piste, hein. On va aller faire un tour au boulot. Ouais. Hé, Yasmine. Non. Caméra l'eau. Donc, tu es le gars, ça. Là, tu vois. Okay. Je suis là au marché un peu, mes amis, là. Ouais, mon petit de marché. Là-bas un peu. Je merci. Je suis un gars, ça, c'est début un peu. Ouais. Elle me dit, ah, ça, c'est un peu bizarre, quoi. Un peu la vie, quoi. Les chaussures, on regarde, j'ai trouvé l'homme qui m'a aidé à investir. Tout ça, c'est mon marché qui est là. Comme on fait pour me nourrir, ma nourriture. C'est pas facile un métier où tu peux avoir un investisseur, pouvoir de quoi manger. Regarde ici. Et le marché. Ah, c'est bon. Merci. Donc tu vois, c'est tout le mois qu'il y a là. On regarde ça. Bravo. C'est bon. Le jour, il a dit de me rester minutes. Non, mais il a appelé après. Donc tu vois. Ouais. Donc on va voir assez de marchandises là. Moi, je cherche comment faire pour investir le couloir, pour que ça prenne de rabat dans la main. Ouais, mais quand il y a le marché, et puis c'est carême. C'est un peu mou. Ouais, un peu mou, tu vois. Ouais. C'est un peu mou dans le marché, mais c'est bien sûr. On tient le coup. Dieu nous donne une grâce pour qu'on puisse être béni. Ouais, c'est pas facile la vie. Là. Ouais. Ah ouais, un peu. Donc on a un marché comme ça. Actuellement le marché est un peu lent, sinon par jour, il y avait une bonne recette à ma main, mais comme 2 jours là. Moi de carême a commencé là, il n'y a pas de bagage. Coronavirus nous fatigue un peu, tout ça là. Bon, c'est bien sûr. On se trouve pas mal. Ce qu'on gagne, c'est qu'on peut manger aux gens, on a mangé, on a bu l'eau, c'est fini. Mais tu vois, comme vous voyez là, le marché est un peu mort. Sinon ça arrive loin. Un vrai marché, on est dedans un peu, bon, de quoi se nourrir les gens.
Voilà, non, par jour, on peut bien au moins, si elle est venue au moins 10 paires, 1600, 1600, 2000, 2000. Bon, il prend un peu, mon patron, il prend un peu. Moi aussi, il prend un peu. Mes apprentis aussi, ils prennent un peu. Et me nourrit, quoi, tu vois. Sinon, c'est pas possible. C'est comment? C'est un peu long. La paire te plaît? Ouais, c'est une bonne chaussure. Donc tu peux. Ça te gamme, non? Tu vois, la gamme, comme c'est un peu, tu traites ça bien. Tu laves ça bien. Ça va passer. Voilà, un bon technicien va gérer ça pour toi. Voilà. On a eu le marché, ça va un peu. D'habitude, quand ils viennent, ils achètent en gros pour revendre. Non, comme, bon, souvent ici, ils achètent comme aujourd'hui, comme ça. Aujourd'hui, je viens acheter pour moi-même. Je suis passé avec un ami, puis il a vu. Donc, du coup, il prend en même temps. Parce que ça fait la deuxième chose que j'ai maintenant. Ça me plaît bien, donc je vais acheter. Bien se débrouiller un peu, quoi, pour avoir un peu de quoi. Ici, on voit en gros. Donc, c'est comme ça. Hein. Là, il a payé une paire. Après, on dit c'est un peu moussu. Quand il vient, il prend beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est pour lui-même. Hein. Ce qu'il a payé, c'est pour lui-même. Il ça lui-même. C'est pas pour vendre ça. Je dis, il va venir en gros 6. Voilà, en gros 6. Il ne va pas venir pour payer beaucoup. Il va venir pour lui-même. Quand il a passé, il a vu que il a pris une paire d'abord. Mais c'est que je charge ici un mot aussi. C'est pas payant. Bon, moi, qui t'a marqué, je venais acheter des chaussures en gros ici pour revendre. Souvent, ça marche, souvent, ça ne marche pas. Mais on se débrouille. C'est que le marché est bon. Il est constant. Je suis tout le temps ici, quoi. C'est essayer de prendre des chaussures pour revendre. Et que je suis, grâce ici, il y a eu de bons clients qui étaient fidèles. Ok, c'est mon quotidien qui est là. Quand je sors de la maison nette, le gars est là. Je me débrouille un peu mes petits là, quoi. Mais seulement, c'est pas facile. Quand le bois est quand même sec là, on peut dire qu'on puisse avancer un peu. Les clients aussi là, ne peuvent pas sortir, payer là. Ils sont en carême. C'est pas le soir, c'est pas là pour se promener. Donc on est là dans le marché. Il fait se débrouiller, on prend souffle un peu. Donc c'est tout qui est là, quoi. Le marché qui est là. On n'a jamais Bracodi précisément. Tout là c'est rempli de marché de chaussures, mais c'est pas ça, c'est mon gars ça qu'on est dedans. Vous-même vous voyez les chaussures. Vous-même vous voyez les paires. C'est pas les petites chaussures, en tout cas, c'est de bonnes chaussures, sélection. C'est de bonnes chaussures. Deuxième comme premier choix, tu vois, c'est pas... Bon, nous, on vend tout en gros ici. La chaussure, c'est pas encore lavé, c'est pas encore bien traité. C'est pour accélérer le commerce, quoi. Pour donner à certaines personnes de pouvoir vivre et revendre pour pouvoir se débrouiller. Parce que c'est pas facile, tu vois. C'est le père. On est là pour faire le gars ça, le marché. Donc là... 2500, 2500. Faut fouiller vite. Tu peux fouiller, il y a ton genre dedans. Faut fouiller. 2500 sur le mot. Faut fouiller à ton genre dedans, d'avoir ton goût, ce qui te plaît. Donc, c'est ça. Et oui, merci Serge BDI qui nous permet comme ça d'être ce matin à Djamé Bracodi. On va retourner tout à l'heure dans ce quartier. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas ce Djassa, tout simplement, vous pouvez passer par Williamsville, juste par le quartier Villa. Le quartier ensuite, vous trouverez le pont piéton de l'autoroute du Nord. Et puis, vous pouvez tout simplement vous retrouver dans ce quartier où très tôt le matin, on a déjà ces vendeurs. On a des tennis, on a des baskets. Vous avez tout ce que vous voulez, bien sûr, pour votre plus grand plaisir. Nous allons repartir avec notre équipe, retrouver notre équipe bien, à Djamé Bracodi. Cette fois-ci, en compagnie de Thierry, appelé affectueusement Tiesco par ses amis. Eh bien, Thierry, il est coiffeur depuis plus de 10 ans dans la commune d'Adjamé. Thierry fait partie de cette nouvelle génération de jeunes bien accros à l'entrepreneuriat. On l'a dit, il habite certes Yopougon, mais très tôt le matin, il vient sur Adjamé pour avoir les premiers clients comme nous. On repart. Arrivé. Ah, ça commence, ça va un peu. Je viens un peu tôt parce qu'il y a certains clients qui viennent un peu vite parce que généralement, il y a certains qui voyagent, donc très tôt le matin, on est obligé d'être présent pour pouvoir coiffer ces clients-là. Parce qu'ils sont beaucoup exigeants, mais souvent même on nous appelle très tôt. Donc on court dans la précipitation, vite, afin de pouvoir vraiment les satisfaire. En tout cas, ce sont des clients qui sont constants, donc on ne peut pas faire autrement.
1, 2 tonnes c'est bon, mais pas trop diminué, non? Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc on va essayer de laper les bords là, un peu d'abord. Moi je suis dans le domaine de la coiffure, ça fait près de 14 ans que je suis dans le domaine de la coiffure. Et en tout cas, par le passé, en tout cas, ça produisait. En tout cas, on arrivait à s'en sortir parce que les prix étaient, et puis la clientèle était constante. Mais franchement, ces temps-ci là, bon, vraiment, on a constaté une régression au niveau des clients. Et vraiment, ça pèse un peu sur nous. Mais nous faisons avec quand même parce que bon, on n'a pas l'autre choix. On n'a pas le choix. Voilà. Mais néanmoins, bon, on dit merci à Dieu parce que on arrive à s'organiser avec ce métier. Mais souvent, ce que nous souhaiterons, c'est que nous souhaiterons une organisation en ce qui concerne ce métier. Parce que franchement, on a comme l'impression que nous sommes laissés un peu pour compte. Voilà, on n'a pas la visite de nos autorités, c'est-à-dire du ministère même de l'artisanat, qui va venir quand même nous réorganiser un peu. Parce que le prix n'est pas homologué, c'est-à-dire chacun fait son prix selon son gré. Et puis bon, ça crée une concurrence déloyale dans le domaine. Voilà, donc franchement, ce que nous souhaiterions, c'est de nous aider, c'est que nous souhaiterions que l'État vienne nous aider afin que nous puissions vraiment grandir un peu nos espaces, même si c'est dans le but de nous aider avec des prêts, pour que nous puissions vraiment bien agrandir et le rendre encore plus performant. Voilà. Par jour, bon, en tout cas, souvent à l'époque, je faisais des chiffres d'affaires de 15 000 par jour. Mais aujourd'hui, franchement, ça a régressé un peu parce que vraiment, l'activité est devenue un peu, c'est devenu un peu, je on bien dit, l'activité, les gens, j'ai beaucoup de gens qui sont rentrés dans ce domaine. Pas par vocation, mais comme ils savent qu'il y a de l'argent dedans, ils sont rentrés dedans. Mais on ne les en veut pas, chacun chez son pain. Voilà. Mais seulement ce que nous souhaiterons, c'est une organisation. Voilà. Il faut qu'on nous organise. Voilà. Plus c'est organisé, plus chacun va s'en sortir. Bon, le prix, pour moi, il est abordable. Hein. C'est un peu difficile. C'est un prix très social. Hein. Pour ceux qui n'ont pas les moyens. Le problème, c'est que d'abord, il y a l'espace qui n'est pas d'abord grand, parce que je veux moderniser mon couloir, c'est-à-dire mon entreprise. Et aider aussi la jeunesse qui est désœuvrée à les former un peu. Alors, moi, je suis un ancien dans le domaine, donc j'ai une expérience dont j'ai besoin de soutien financier pour avoir un grand espace et faire de ce métier un métier noble, afin d'aider la jeunesse aussi, les jeunes frères qui veulent embrasser ce métier, pour qu'ils puissent aussi, eux aussi s'organiser et se retrouver aussi. Parce que ça nourrit son homme, franchement, pas en ce moment. Moi, je vis de ça, j'ai une famille avec. En tout cas, ça me permet d'organiser ma petite famille. Et en tout cas, ça me sied. C'est vrai que nous sommes allés à l'école, on a fait les bancs, on a fait les études. Voilà, j'ai un niveau terminal, j'ai mon BPC, mais bon, il n'y a pas de sous-métier. Hein, ce qui me permet de souvenir à mes besoins, moi, ça me plaît. Mais seulement ce que je souhaiterais, c'est de m'aider. Je demande aux autorités de nous aider, nous qui sommes dans ce domaine-là, de nous aider afin que nous puissions vraiment nous prendre en charge nous-mêmes et nous compter sur quelqu'un. De nos jours, on ne peut pas compter sur quelqu'un. Voilà, on compte sur soi-même avec ses petites idées et puis on avance, quoi. Donc, en tout cas, moi, voici ce que j'ai comme proposition afin que les autorités les plus compétentes puissent vraiment nous comprendre et nous venir en aide, franchement. Toutes les semaines, voilà. C'est là que j'ai mis là pour me rendre beau. Il est bien dans ce domaine. Comme je viens de le dire, c'est un jeune, on doit beaucoup l'aider. Aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est ce qu'on n'a pas encore compris. On ne veut pas rester comme ça, oisif. On peut être en marge aussi de la société. C'est pourquoi nous avons embrassé ce métier. Bonjour, c'est ainsi que je souhaiterais que les autorités vraiment nous aident à mieux réorganiser nos affaires pour que nous puissions vraiment nous en sortir. Nous sommes là aussi pour les travailleurs qui n'ont pas eu le temps en week-end de se faire coiffer, qui viennent très tôt les matins, les lundis matins. Et moi, je m'occupe d'eux aussi. Je m'occupe d'eux parce que c'est eux qui sont là pour nous aussi. Donc, en tout cas, vraiment, ce métier-là, il faut être matinal. C'est pourquoi les 6 h, les lundis matins à 6 h, nous sommes présents. Voilà, je suis présent matin, j'ouvre et puis bon, je m'occupe de ces travailleurs-là qui n'ont pas pu, qui ne sont pas venus au rendez-vous le week-end. Et on les coiffe aussi.
Voilà, merci à Thierry, on salue aussi Serge, merci à tous ces jeunes que nous rencontrons très tôt le matin à Djamé Bracodi, qui se débrouillent, comme on dit, avec de petits métiers. Il n'y a pas de saut métier, donc il faudrait aussi les encourager. C'est notre manière à nous de le faire dans Matin Bonheur vous réveille. Merci à toutes nos équipes qui vont regagner donc, la station. Et nous, on va poursuivre cette émission. On va replonger dans l'actualité avec Renaud et c'est la revue de presse. Avec lui, eh bien, le lundi démarre en puissance. Bonjour Renaud. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Première information, l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé vont marcher main dans la main. Oui, c'est l'une des résolutions majeures du séminaire gouvernemental qui s'est tenu la semaine dernière. Le secteur privé, il faut le savoir, représente 2/3 des investissements et 80% des emplois nationaux. Ainsi, le gouvernement ivoirien a décidé de lui accorder la place qu'il mérite dans la conduite du programme La Côte d'Ivoire solidaire initié par le chef de l'État. Et l'État et le secteur privé s'engagent dans un partenariat gagnant-gagnant. Oui, c'est ce qui ressort du séminaire gouvernemental de la semaine dernière auquel le patronat ivoirien, il faut le dire, a pris part. Au cours de cette activité, de nouvelles bases ont été jetées entre le secteur privé et l'État ivoirien afin de lui redonner la place qui lui revient dans la vie et dans l'économie de la nation, ce qui a fait dire à l'expression qu'à l'occasion de ce séminaire qui a permis de jeter les bases du programme La Côte d'Ivoire solidaire pour lequel les autorités ivoiriennes entendent s'appuyer sur lui, que l'État et le secteur privé ont accordé leur violon. Et législative partielle à Niakara, la candidate du RHDP remporte le scrutin. Catherine Koné sera la représentante d'Arikoka, Niakara, Mandougou et Tortilla, communes et sous-préfecture, à l'hémicycle. La candidate du RHDP a remporté le scrutin qui s'est tenu ce samedi 25 avril. Et selon la commission électorale indépendante qui a proclamé sa victoire ce dimanche, elle s'est imposée face à 4 candidats avec 4074 voix contre 1792 pour son poursuivant direct. Pour rappel, le vote n'avait pas pu se tenir dans cette circonscription électorale le 6 mars 2021 en raison du décès du candidat suppléant de l'un des candidats en lice. Et à la suite des graves incidents qui ont eu lieu la semaine dernière, il sera difficile de recoller les morceaux au PDCI. Oui, c'est ce qu'indique le matin avec cette une. PDCI, l'implosion devient inévitable pour le confrère. Ce qui s'est passé la semaine dernière au siège du Vieux Parti est la preuve que sa descente aux enfers est amorcée. Selon le quotidien, dans cette lutte fratricide, Maurice Kakou Gikawe n'entend faire aucune concession. Lui qui, à l'en croire, a décidé désormais de mater toute résistance. Et on reste avec le PDCI qui dispose de 3 nouvelles structures. Oui, c'est ce qu'indique le Nouveau Réveil. Selon le confrère, ces nouvelles instances mises en place par Henri Konan Bédié, le président du parti, vont permettre de redynamiser le parti de Félix Houphouët-Boigny et de le faire entrer dans une nouvelle ère. Le gouvernement libérien se prononce sur l'attaque de la base militaire d'Anonkwa-Kouté. Oui, après que les premiers éléments de l'enquête aient révélé que les assaillants qui ont mené ce raid venaient du Libéria, le gouvernement du président libérien George Weah se prononce sur cette affaire. Et donc, pour tout savoir sur ce qui a été décidé par les autorités ivoiriennes et libériennes afin de remonter à la source de cette attaque, il faut lire Soir Info de ce jour. Et coupure intempestive d'électricité, les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Oui, c'est ce qu'a indiqué le nouveau ministre de l'énergie, des mines et du pétrole ce vendredi lors d'une visite à la centrale thermique d'Azito. Selon Thomas Camara, dans 4 mois, une infrastructure qui est en construction sur le site de la centrale thermique sera achevée. Et à en croire le ministre qui est cité par l'Inter, cette machine va permettre de mettre les populations à l'abri des coupures intempestives telles que celles qu'elles vivent depuis le 14 avril 2021. Et un autre ministre, celui des Transports, qui a suspendu tous les inspecteurs des examens de permis de conduire. Oui, l'information est tombée ce samedi. Cette décision, selon le ministre Amadou Koné, a été motivée par la corruption et la fraude constatées dans l'obtention du permis de conduire, ainsi que les nombreux accidents enregistrés récemment sur les routes du pays. Et selon le ministre des Transports, ces inspecteurs seront remplacés par des éléments de la gendarmerie nationale. Et un mot de religion, le nouveau guide de la communauté musulmane est connu. Oui, il s'agit de l'imam Ousmane Diakité, désigné par ses pairs ce dimanche au siège de l'institution à Trècheville. Il est le nouveau président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. L'imam Ousmane Diakité prend le relais du cheikh Al-Aïma Mamadou Traoré, rappelé à Dieu le 13 avril dernier, qui lui avait succédé pour sa part au cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé lui aussi le 17 mai 2020. Secrétaire exécutif du bureau sortant du COSIM, Ousmane Diakité, qui est l'imam de la mosquée Arafat de la Riviera Bonoumé,
demain devrait être confirmé à son nouveau poste par la conférence des imams et c'est ce mardi 27 avril 2021. Et un drame s'est produit à Lokodjoro le vendredi dernier. Oui, il s'agit d'un taxi communal qui roulait au gaz et qui a explosé dans ce petit village à Tchang, coincé entre les communes de Yopougon et Atekoubé. Après la déflagration, le véhicule s'est rapidement transformé en un immense brasier, faisant 2 morts et une dame grièvement blessée. Plus de précisions dans Soir Info. Et on parle d'un autre drame qui s'est produit dans l'ouest de la Côte d'Ivoire cette fois-ci. Il s'agit d'un planteur qui a trouvé la mort en voulant tester son gris-gris. Ce talisman était censé le rendre invulnérable aux balles des armes à feu. Malheureusement, il n'était pas aussi puissant que ce que lui avait dit le vendeur. Ainsi, voulant le tester avec un fusil calibre 12, il est passé de vie à trépas, selon Abidjan.net. Et on referme la revue de presse avec un chiffre. 19 millions, c'est le nombre de moustiquaires imprégnés que va distribuer le gouvernement ivoirien aux populations à partir du 25 avril 2021, donc depuis hier. L'information a été livrée le jeudi dernier par le ministre de la Santé, Demba Pierre, à l'occasion d'une cérémonie organisée en prélude à la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, dont le thème cette année était « Zéro palu, un trait sur le paludisme ». Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Excellente journée, on revient. Bonjour à tous. Pommes de terre, laitue, oignons poussent sur des parcelles sableuses de bord de mer dans une bourgade du nord de la Tunisie. Des agriculteurs s'efforcent de préserver une technique ancestrale mais délicate d'irrigation à l'importance accrue face aux pénuries d'eau. Et ces cultures sur sable qui s'étendent sur environ 200 hectares ont été inscrits l'an dernier au patrimoine agricole mondial de la FAO qui les considère comme uniques au monde. Une façon d'encourager les quelques 300 agriculteurs à prendre soin de ce patrimoine menacé alors que peu de jeunes sont prêts à prendre la relève. Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien, devenant le premier président des États-Unis à qualifier ainsi la mort d'1,5 million d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915. Son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a immédiatement réagi en dénonçant la politisation par des tiers de ce débat. 20 000 personnes se sont rassemblées dimanche place du Trocadéro à Paris pour demander justice pour Sarah Halimi. Le meurtrier de cette femme juive tuée en 2017 a été jugé irresponsable pénalement. Une décision contestée par la famille et aussi par des élus. À cette occasion, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé qu'une rue de la ville porterait le nom de Sarah Halimi. Réaction. Le criminel ne soit pas jugé, je trouve ça honteux. J'ai l'impression que c'est une blague. Donc j'espère que les manifestations vont faire changer les choses, même si j'y crois pas trop. C'était important que nous venions ici, devant l'endroit où Sarah Halimi a été torturée, massacrée, assassinée, uniquement parce qu'elle était juive, par un islamiste radicalisé et qui, aujourd'hui, n'a pas eu la justice auquel elle avait droit. Toujours en France, 15 femmes et hommes de 27 à 50 ans sortent de la grotte Lombrive en Ariège où ils ont passé 40 jours sans notion de temps pour une expérience à visée scientifique. Réaction. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent aussitôt et justement quand ils sont arrivés, moi j'étais en toute fin de journée donc j'étais en train de décharger mes cartes vidéo, je venais de manger, j'allais bientôt me coucher et en fait là on les voit arriver avec pas mal de lumière parce qu'il y avait aussi des caméramans. Et j'ai été estomaqué, j'y ai pas cru, vraiment ça m'a fait une émotion hyper forte. On travaille sur la désorientation temporelle et spatiale, donc c'est la maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes d'oreille interne, les gens qui souffrent de vertige souffrent de problèmes de désorientation. Donc les protocoles, un des protocoles qu'on a mis en place dans Deep Time pour avoir une mesure très sensible de ça, on va l'appliquer dès la rentrée prochaine sur nos patients pour mesurer précisément ces gens qui se plaignent. C'est des gens, on n'arrive pas avec les bilans psychologiques, les outils classiques de psychologie de mesurer, on n'arrive pas à mesurer leurs plaintes. Autant c'est ça, il y a quelques heures, j'avais pas envie de sortir de la grotte parce que je pense qu'on était adapté à ce milieu-là. Mais maintenant là qu'on a retrouvé des nouvelles odeurs, puis on revoit des couleurs, on ressent le vent, il y a tellement de sensations qui reviennent. Puis c'est toutes des sensations, je pense, que j'avais oubliées en fait pendant ces 40 jours-là en fait.
En terminant en Grèce, la Grèce, Camille, est bouchée double pour achever en priorité la vaccination de dizaines de petites îles en mer Égée et ioniennes avant la vaccination de plus grandes, accueillant chaque année des millions de touristes en vue de l'ouverture officielle de la saison touristique à la mi-mai. Fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Voilà, deuxième partie de Matin Bonheur et ce sera un bel instant qui vous sera proposé, un bel instant où se dit toutes les vérités donc avec Gabriel Zani. Question aujourd'hui, le député fait-il son travail? Élément de réponse maintenant. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus. L'autre grande articulation de cette matinale, c'est Instant Vérité que vous suivez maintenant dans Matin Bonheur. Alors, depuis la proclamation des résultats des législatives de mars 2021, le PDCI, EDS, l'UDPCI, le FPI, ces partis politiques de l'opposition siègent à l'hémicycle. Participation inclusive pour d'autres qui voient une menace à une avancée de la démocratie. Cependant, pour certains, la machine risque de se gripper contre toute logique. Élu pour représenter la nation, le député participe à la votation des lois et au contrôle de l'action gouvernementale. Mais selon des Ivoiriens, une fois élu, le député met en veilleuse l'intérêt des électeurs pour défendre sa chapelle politique. Alors, les logiques politiques vont-elles prendre le pas sur la logique des projets de loi? Le député fait-il réellement son travail? Et si oui, en quoi consiste-t-il? Pour en débattre, Marius Kofi Konan, député PDCI élu dans la circonscription d'Ateguakro, voilà, est sur le plateau de Instant Vérité. Bonjour Marius Konan. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, après les élections législatives de mars, les députés ont élu le président de l'Assemblée nationale. Son bureau a été formé. Il reste la formation des commissions et des groupes parlementaires pour débuter les sessions en commission et en plénière, n'est-ce pas? Alors, comment abordez-vous cette législature qui est d'ailleurs la deuxième pour vous? Ben, j'arrive à cette seconde législature avec beaucoup d'espoir, surtout investi de la modeste expérience que j'ai pu avoir lors de la première législature. Je veux pouvoir être un véritable représentant du peuple à l'hémicycle. Et je veux croire que, comme le président de l'Assemblée l'a dit à l'ouverture solennelle de la session 2021, que la réconciliation des Ivoiriens partira de l'Assemblée nationale. Alors, la réconciliation des Ivoiriens partira de l'Assemblée nationale, on va en parler tout à l'heure. Alors, l'Assemblée nationale, effectivement, est plus inclusive avec la participation des principaux partis de l'opposition. Est-ce que vous appréhendez les débats des députés en commission et en plénière? Oui, je sais que ce sera très intéressant. Malheureusement, depuis quelques années, on ne diffuse pas en direct les débats. Mais je pense que les débats étant ouverts au peuple, les citoyens qui le souhaitent pourraient venir assister soit à des débats en commission ou même en plénière. Et voir comment le député travaille, parce qu'il y a tellement de choses que des gens disent comme ils ne savent pas. Je les invite à faire en sorte que, quand nous ferons des annonces pour les inviter à des séances, qu'ils prennent du temps pour venir découvrir notre environnement. Alors, ces législatives, comme vous l'avez si bien dit, ont annoncé la réconciliation et l'espoir d'un retour à un climat politique apaisé. Alors, pensez-vous que ce sera le cas à l'Assemblée nationale, avec les débats qui s'annoncent houleux? Oui, pensez-vous vraiment? Il le faut, parce que comme vous le savez, dans le régime présidentiel qui est le nôtre, l'Assemblée nationale constitue un pouvoir entier. Donc il faut que l'Assemblée joue son rôle, l'exécutif va jouer son rôle également, et l'Assemblée, c'est cet espace qui permet, où on prend des lois pour régir la société. Donc l'Assemblée va jouer pleinement son rôle. L'Assemblée va faire également le contrôle de l'action gouvernementale. Vous savez qu'avant, les députés n'avaient que pour mission le vote des lois et ils consentaient à l'impôt. Désormais, ils font ce qu'on appelle l'évaluation des politiques publiques et ils font également le contrôle de l'action gouvernementale. Et dans la dernière législature, je dirais qu'on a essayé, peut-être qu'on n'a pas fait suffisamment, mais je crois que dans cette législature-ci, comme nous avons une modeste expérience, nous allons faire en sorte que les nouveaux qui arrivent également puissent nous aider à aller plus loin. Alors, on va faire les choses vraiment concrètement ce matin. D'accord. En quoi consiste réellement le travail du député? Le député, il fait quoi exactement? D'accord. Le député, il accepte qu'on prenne des impôts sur le fruit de nos travail.
Chacun travaille dans un domaine précis. On récupère de l'argent sur ce que vous avez comme revenu et ça constitue une cagnotte pour l'État. Le député vote des lois pour permettre à la société de marcher correctement, pour ne pas qu'on se piétine et qu'on ne vive pas dans l'anarchie. Et le député, étant membre du second pouvoir, vérifie que l'exécutif fait correctement son travail. Mais maintenant, comment il vérifie? Comment il fait son travail? Comment il vote les lois? Comment ça se passe? En commission, en plénière? C'est comment ça se passe? L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. Mais bon, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un régime présidentiel, donc vous verrez que la plupart du temps, dans de tels régimes, c'est des propositions de loi, c'est des projets de loi, pardon, que nous avons. Des projets de loi arrivent et on les retire dans des casiers. Chaque député va retirer son texte. Et après, il se retrouve dans son groupe parlementaire pour l'examen à leur niveau, au niveau du groupe parlementaire. Après l'examen, on programme une séance en commission et on reçoit le ministre qui vient présenter le texte. Le texte arrive. Le texte de loi qui arrive à l'Assemblée n'arrive pas dans la formule, dans la forme que vous découvrez après. Le texte a une première partie qu'on appelle l'exposé des motifs, qui est la justification de la loi. C'est dans cette partie qu'on dit pourquoi est-ce qu'on souhaite... On veut ce projet de loi. Voilà. Donc c'est cette partie qui est discutée âprement. Et après avoir fini cette partie de cette discussion, on décide de prendre en compte l'exposé des motifs ou de rejeter l'exposé des motifs. Après quoi s'ouvre l'examen de la partie qu'on appelle le dispositif légal. D'accord. Alors, on a souvent vu à l'Assemblée nationale, même pas à l'Assemblée nationale d'abord, on va poser une question vraiment très concrète là. Le député ne construit pas les routes. Voilà. Effectivement. Encore moins des écoles et bien d'autres choses que le ça. député ne fait pas. Alors, dites-moi, ce travail que le député fait, pourquoi le député ne le dit pas aux populations? Le député dit des choses qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut même pas réaliser, dont il n'a même pas les moyens de réaliser, au lieu de se concentrer sur l'essentiel de son travail. Bon, en tout cas, je pense que je ne fais pas partie de ceux qui disent ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais je veux croire que c'est parce que le peuple n'est peut-être pas suffisamment regardant. Il n'est suffisamment pas regardant. Le peuple ne sait presque pas ce que fait le député. Quand vous arrivez en circonscription, on attend que vous donniez l'argent pour construire des logements de maîtres. On espère que vous donnerez l'argent pour soigner ceux qui sont malades. Il y a tellement d'attentes des populations que finalement, on a l'impression que le peuple se dit, bon, le député, une fois qu'on l'a élu, il doit trouver des ressources pour nous aider à développer notre village, à faire ceci ou à faire cela. Oui, mais à côté de cela, est-ce que ce n'est pas parce que le député lui-même, il ignore ces choses, il ignore son travail? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Comment, depuis des années, on en parle, on dit que le député ne construit pas les routes, même pendant les législatives, pendant les campagnes, les députés continuent de dire nous allons construire des routes, nous allons construire des écoles. C'est pourquoi je souhaite que le peuple soit plus regardant. C'est pourquoi je souhaite que le peuple soit plus regardant. Est-ce que ce n'est pas parce que le député que vous êtes, vous ignorez votre travail? Pas du tout, pas du tout. C'est parce que le peuple n'est pas regardant. Il faut que le peuple sache qu'un député est quelqu'un qui vient vous dire que votez pour moi, je vais construire une route, n'est pas sérieux. Donc, on ne votera pas pour cette personne. Et puis, quand on a voté pour la personne après, il faut suivre son travail. Qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée? Est-ce qu'il travaille vraiment pour le peuple? Est-ce qu'il va même aux séances? Autrement dit, le député surfe peut-être aussi l'ignorance en fait, du peuple? Bon, peut-être. On peut le dire ainsi? Je ne veux pas dire que le peuple est ignorant, mais bon, voilà. Non, moi je le dis même pas parce que le peuple est ignorant. Non, on peut dire que c'est parce que le peuple mieux connaît certaines choses. Peut-être que le peuple connaît le travail du député. Bien. Donc, il y a peut-être un travail en amont de sensibilisation qu'il faut faire. Voilà. Pour amener le peuple à comprendre que les missions du député sont contenues dans la Constitution. Est-ce que la formation du député est essentielle? Oui. Il y a quand même du travail qui est fait. L'Assemblée est accompagnée par un certain nombre de structures qui organisent quelques séances. On peut faire mieux, mais je pense qu'il y a nécessairement un besoin de formation. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Vous-même qui travaillez ici, vous vous formez régulièrement. Donc, le député également a besoin d'être formé. D'accord. Alors, est-ce que le député, dans l'exercice de ses missions, arrive à se supplanter? Là, on va aborder notre point carrément. Nous avons interrogé les Ivoiriens qui disent que, généralement, la défense des chapelles politiques prend le pas sur l'intérêt général. Je ne crois pas. Je pense que le député est le représentant, comme il a dit au titre... le député est le représentant du peuple. Le député, en principe, est à l'image du peuple.
Voilà. La question est justifiée parce que nous avons vu souvent à l'hémicycle des débats houleux qui se sont éternisés tout simplement par divergence de points de vue politiques. Oui, voilà. parce que vous voyez, je fais cette réflexion et peut-être que plus tard, on va chercher à enrichir cela. Vous voyez, on a quelques problèmes en Côte d'Ivoire sur l'interprétation de certains de nos textes. En octobre dernier, il y a eu tout ce qu'on a vécu sur une question d'interprétation d'un texte. Parce que ce texte-là, il est passé à l'Assemblée nationale d'abord, je n'étais pas député à cette époque, et ensuite le peuple l'a adopté. Mais est-ce que le peuple le comprenait comme il a été interprété récemment? Donc il y a tellement de situations. Même à l'Assemblée, il fut un moment, dans la dernière législature, où l'opposition a refusé de rentrer au bureau de l'Assemblée nationale, simplement parce que l'opposition estimait en ce moment qu'il fallait la proportionnelle. Les autres disent non, c'est pas ce que le texte dit. Donc il y a la nécessité de travailler à avoir des textes sur lesquels nous n'allons pas trop discuter. Voilà, et puis on va facilement avancer. Des textes clairs. Clair, voilà, il faut des choses bien précises, on comprend de la même façon. Voilà. Alors, une autre question des Ivoiriens, c'est-à-dire qu'il est arrivé de voir des députés dormir à l'hémicycle pendant les sessions parlementaires. Ben, c'est qu'ils sont forts parce qu'avec tout ce qu'il y a comme je ne veux pas dire bavardage, avec tout le débat qui est en cours, si vous réussissez à dormir, c'est que bon, vous êtes vraiment fort ou bien vous êtes vraiment fatigué. Mais je ne crois pas que... Mais ça se fait, ça se voit souvent. Je vais faire plus attention. Je vais faire plus attention. En tout cas, moi, je ne dors pas. Ceux qui sont avec moi également ne dorment pas. Vous n'avez jamais vu un député dormir à l'Assemblée nationale? Peut-être que je ne fais pas attention, madame. Vous ne faites pas attention? Peut-être que je ne fais pas attention à ceux-là. Si vous faites attention. Nous sommes 255. Donc, dans l'hémicycle, ce n'est pas toujours évident. Je suis concentré sur les textes que j'ai et donc je ne vais pas regarder celui qui est peut-être occupé à autre chose. Mais on voit le député, il est occupé à manipuler son téléphone pendant que les sessions se font. Oui, ça peut se comprendre. Le député est sur les réseaux sociaux. Non, ça peut se comprendre voilà. aujourd'hui. On ne comprend pas ça. Non, c'est une nouvelle façon de travailler. Vous voyez, moi, je me retrouve à l'hémicycle à un débat. Et quelquefois, tu as besoin d'un avis extérieur sur une question donnée. Mais c'est par exemple quand on a travaillé que ça se trouve. Non. Je veux dire, quand on a travaillé récemment sur les lois portant sur le code de la famille, il y a quand même des associations auxquelles vous écrivez, vous envoyez un texte pour dire bon, on est en train de changer telle disposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout si vous connaissez quelqu'un dans une association qui défend les droits de la femme, les droits de l'enfant et tout ça. Donc, il y a quelquefois des avis qu'on a envie de prendre ça et là pour être sûr de faire exactement ce que le peuple attend. Donc, en fait, il peut arriver qu'on regarde juste son téléphone, mais ce n'est pas dit qu'il est concentré sur son téléphone. Vous défendez bien les députés ce matin. Alors, le travail du député s'exerce à la fois à l'Assemblée nationale et dans sa circonscription. C'est ça. Alors, dans sa région, le député est à l'écoute de ses concitoyens, qu'il peut recevoir, également visiter. Alors, on voit rarement le député rendre compte aux populations. Vous m'avez fait revenir de mon village hier, juste pour venir répondre à cette émission. J'y étais depuis le mardi dernier, par principe de redevabilité. Le député a l'obligation de retourner voir les populations, leur rendre compte. Bon, nous avons, peut-être que vous, ce n'est pas votre cas, mais nous avons des informations selon lesquelles quand un député est élu, il ne revient plus. Il ne revient plus. Quand il revient, ce n'est pas pour rendre compte. Oui, quelquefois, bon, cela est dit, hein, des gens le disent, mais je pense qu'il faut que... Ce sont les Ivoiriens qui le disent. Voilà, il faut que les Ivoiriens, les populations, la nation soient plus exigeantes vis-à-vis de leurs députés. Vous avez élu quelqu'un qui ne vient pas, il faut l'interpeller. Il faut l'interpeller. Et moi, je dis, il arrive des fois où, sur certaines lois, l'adoption de certaines lois, nous faisons des publications et nous faisons des appels pour demander à des citoyens s'ils en savent quelque chose. Exemple, pour l'adoption de l'année fiscale. Nous nous retrouvons en fin d'année, avant l'adoption de l'année fiscale, à l'examen de la loi de finances, et vous n'avez même pas une association, le patronat ou quelqu'un comme ça qui vous laisse un mémo, ne serait-ce que pour vous orienter par rapport à une disposition à discuter et tout cela. Mais nous lançons des appels, et quand vous laissez des adresses, vous laissez même des espaces où on peut vous écrire, bon, très souvent, personne ne répond. Même quand vous invitez les citoyens à venir, c'est difficile. Donc moi, j'invite ce matin les citoyens à comprendre que l'espace parlementaire est leur espace. Vous pouvez venir suivre le débat, mais en plus, si vous avez des contributions, vous pouvez les envoyer aux députés, aux différents députés, vous les rencontrez, ou vous les déposez dans leur casier. Cela peut permettre d'enrichir le débat. Le débat. Alors, un autre point, au constat, ils sont nombreux ceux qui affirment que le député travaille pour lui-même
et non pour ses électeurs. Parce que la révalorisation du statut du député avec tous les avantages qui vont avec ont animé de nombreux débats parlementaires. Je suis d'accord, mais le député est celui qui a adopté le statut des magistrats, différents statuts en Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, le député n'avait pas de statut. Or, c'était une promesse du président de la République lors de la dernière législature. Il fallait donc avoir un texte qui allait protéger le député dans son travail et lui donner également de la lisibilité par rapport à l'avenir. C'est ce qui permet à tout citoyen de bien faire son travail. Vous voyez, si vous êtes stressé par tout ce qui vous attend à l'extérieur, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez travailler, si la rémunération pour vous ne correspond pas à votre statut en ce moment, vu le coût de la vie, ben vous voyez que vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. C'est la raison pour laquelle le statut des députés est venu. Mais ce statut-là a pris beaucoup de temps. Ça dit que ça a pris vraiment du temps pour le député. Parce que, tout ça, mais pourquoi tout ce temps pour le seul député? Oui, parce qu'en réalité, vous voyez, dans l'adoption des lois, toutes les lois qui créent des charges par rapport au budget de l'État, vous devez être à mesure de trouver des recettes correspondantes en face. Donc, quand vous créez une charge pour l'État, vous devez trouver des recettes. Donc, il fallait trouver des recettes pour pouvoir prendre en compte les problèmes posés par les députés. Bon, les Ivoiriens discutent beaucoup la prime d'installation du député. Ça s'élève à combien? Dans le texte, dans le statut, il n'y a pas de prime d'installation. Il n'y a pas un montant fixe de prime d'installation. Pourquoi on en parle? Bon, les Ivoiriens en parlent parce que c'est écrit qu'il va avoir une prime d'installation, mais le montant n'est pas fixé. Voilà. Le montant n'est pas fixé. Voilà. Vous avez eu une prime d'installation à votre première législature. C'était combien? Pour être direct. C'était 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. C'est ça. C'est pour vous permettre de vous installer. Voilà. Vous permettre de vous installer. C'est ça. Et en plus... Vous savez que le député n'a pas de véhicule. Voilà. Vous êtes un député de l'intérieur, vous arrivez à Abidjan, vous devez être là tout le temps, remonter, descendre, aller rendre compte, revenir, vous n'avez pas de véhicule. Et puis, vous devez certainement vous installer à Abidjan pour être sûr de faire correctement votre travail. Dans toutes les fonctions, dans toutes les responsabilités à un certain niveau, il y a cette prime qui accompagne pour que les personnes qui rentrent en situation puissent s'installer. En dehors de cette prime, y a-t-il d'autres émoluments pour le Tout le reste est contenu dans le statut des députés. Le statut des députés. Le statut des parlementaires, comme je l'ai dit. Vous refusez d'en parler ce matin. Je vous ai déjà dit beaucoup. D'être dans les détails. Je vous ai déjà dit beaucoup. Alors, est-ce que le député lui-même n'est pas un frein à l'absence de propositions de loi? C'est vrai que l'exécutif envoie des projets de loi, mais le député aussi fait des propositions de loi. Est-ce que le député lui-même n'est pas un frein? On espère. Rien n'est parfait. Hein. On espère que d'ici quelques années, nous allons voir plus de projets de propositions de loi. Oui. D'abord parce qu'il faut faire en sorte aujourd'hui que le député, dans de bonnes situations, dans de bonnes conditions, puisse avoir des assistants qui l'accompagnent pour faire correctement son travail. Il faut faire en sorte que ceux qui en savent plus en légistique puissent être proches des députés pour faire des propositions. Et puis, il faut dire également que le régime, qui est un régime présidentiel, est un frein aux propositions de loi. Voilà. Bien, alors, fin donc de Instant Vérité. Merci Marius Kofi Konan d'être venu sur ce plateau pour aborder avec nous la question du travail du député, souvent méconnu par les populations. Alors, je rappelle que vous êtes député PDCI, élu dans la circonscription d'Ateguakro. Voilà. Ateguakro. Alors, merci donc encore pour ces informations. Alors, mesdames et messieurs, restez donc avec nous. Matin Bonheur continue. Le programme revient avec Angeval. Voilà, merci à Gabriel Zani à l'instant avec Instant Vérité donc et son invité, l'honorable Marius Konan. La suite dans cette émission, nous aurons investissement dans quelques instants. Mais avant, quelques informations à vous donner. Nous vous rappelons aujourd'hui que nous sommes le lundi 26 avril 2021 et prénom célébré aujourd'hui. Alida, c'est un prénom féminin d'origine germanique. Coucou à toutes celles qui se prénomment Alida. Et aussi, les prénoms du matin chez nous en Afrique nous amènent au Togo. Aujourd'hui, si vous avez une fille au Togo ou même hors du Togo, voilà le magnifique pays que nous découvrons là, bien sûr, sur cette belle carte de Lomé à Dapaon au nord du Togo. Donc, allez, Assima, qui veut dire celle qui sait, et aussi le garçon, on peut l'appeler Solim, qui veut dire amour. Nous restons au Togo, on en profite pour faire un coucou à une consoeur, présentatrice TV, voilà, du côté de Lomé, Océane Amé Kodja, qui est aussi
écrivaine. Journée mondiale de la propriété intellectuelle, célébrée donc aujourd'hui. En 2000, afin d'améliorer la compréhension de la propriété intellectuelle par le grand public, les États membres de l'OMPI ont décidé d'instituer le 26 avril, jour de l'entrée en vigueur de la Convention instituant l'OMPI en 1990 comme Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Ils sont nés aujourd'hui. Enfin, un coucou à la petite Eliora Beada, voilà, et aussi un coucou à Sissé Abdul Karim, il est script. Eh bien, joyeux anniversaire à toi, Karim. Vous savez, il y a ces personnes avec qui on travaille, on prend plaisir quand même à travailler, voilà, et lui, c'est ce monsieur que vous découvrez là, à l'antenne, qui nous parle tout à l'oreille, hein, qui nous dit, monsieur, 2 minutes, 3 minutes, merci pour le travail que tu abats chaque matin. Joyeux anniversaire à toi. Je sais que tout le monde te voit ce matin. Hein. Joyeux anniversaire, Karim. Et merci pour ce que tu fais avec nous tous les matins dans Matin Bonheur. Allez, le proverbe d'aujourd'hui, l'emprunt n'est pas un don. À méditer là-dessus tout au long de cette journée. On parle maintenant investissement. Nous sommes en compagnie de notre invité que vous découvrez là à l'antenne, M. Guy Abi Nogues. Il est expert financier. Le sujet d'aujourd'hui, rôle et importance des OPCVM, les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Gérer directement un portefeuille boursier nécessite beaucoup d'implications. Alors, recourir aux organismes de placement collectif en valeur mobilière vous permet de confier vos capitaux à des spécialistes. Eh bien, dans cette émission, vous aurez des éléments de réponse sur le rôle et importance de ces OCPVM. Bonjour et bienvenue. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Très bien. Le week-end s'est bien passé? Très bien, très bien. Alors, merci. On démarre donc la semaine avec vous. Je l'ai dit à l'instant, eh bien, c'est vrai que c'est difficile de gérer directement ses capitaux. On a recours à ces OCPVM. Est-ce que cette démarche, elle est risquée? Non, pas du tout, parce que vous confiez votre portefeuille d'investissement en ce moment-là à un professionnel, un professionnel du marché, un spécialiste de la gestion collective. Alors, les OPCVM, bien évidemment, vous permettent de détenir un portefeuille de valeurs mobilières, donc comme je l'ai dit, géré par un professionnel. Et ce sont donc des formes de produits financiers qui s'adressent donc au plus grand nombre, à des investisseurs privés comme à des investisseurs institutionnels. Alors, de manière théorique, on va faire notre incursion dans ces OCPVM pour savoir comment eh bien, ces organismes fonctionnent concrètement. Alors, vous savez, un OPCVM, quand il est émis, il a d'abord 2 formes. Il peut prendre la forme d'une SICAV, c'est-à-dire une société d'investissement à capital variable. C'est donc une société par action, une société avec un conseil d'administration et une société donc, qui émet des actions au fur et à mesure donc, des souscriptions, notamment des investisseurs. Ensuite, vous avez le fonds commun de placement. Le fonds commun de placement, lui, émet donc des parts. Il n'a pas de nature juridique. Et c'est donc un fonds qui émet des parts donc, pour le bénéfice donc, des investisseurs. Et lesquels investisseurs donc, achètent ce fonds-là pour bénéficier, et bien évidemment, de la gestion collective, de la gestion d'un professionnel des OPCVM. Alors, c'est ça la différence entre les SICAV et les FCP? Voilà, c'est ça la différence. La différence réside donc dans les statuts. Quand vous regardez donc une SICAV a une structure juridique et elle est constituée sous la forme donc, d'un conseil d'administration. Elle a un conseil d'administration. C'est une société anonyme qui dispose d'un conseil d'administration. Donc, tous les investisseurs qui achètent donc des actions, puisque la SICAV émet des actions, tous les investisseurs qui achètent des actions donc, de cette SICAV sont donc actionnaires à part entière de cette SICAV. Ils peuvent donc participer aux assemblées générales de cette SICAV, ils peuvent donc influer sur les prises de décision, d'investissement de cette SICAV. Oui, allez-y. Mais je veux juste savoir, on va rester sur le sujet, est-ce qu'on peut détenir un même portefeuille d'investissement? C'est-à-dire que... Dans un fonds commun ou dans une SICAV? Oui, c'est-à-dire que quand vous achetez une SICAV, vous achetez, la SICAV à part entière. Oui. Parce que quand vous achetez une SICAV, si vous voulez acheter un fonds commun de placement juste à côté, ça vous fera donc 2 portefeuilles d'investissement.
mais dans le même portefeuille d'investissement que vous avez en tant que tel, vous n'avez pas à la fois donc, des SICAV et des fonds communs de placement. Pourquoi? Parce que la SICAV ou le fonds commun de placement est un produit financier, j'allais, à part entière. Et la SICAV peut être soit dominée par des actions, on l'appellera en ce moment SICAV par action, elle peut être dominée également par des obligations, on l'appellera en ce moment SICAV donc par obligation, ou elle peut être une SICAV donc diversifiée ou une SICAV monétaire. Donc tout cela pour répondre au profil donc des risques des différents investisseurs. C'est la même chose pour le fonds commun de placement. Alors, soit vous achetez une SICAV, soit vous achetez un fonds commun de placement, mais de manière générale, le fonds le plus répandu, ce sont donc les fonds communs de placement. Alors, on va toujours rester sur le sujet pour pouvoir approfondir nos connaissances. Eh bien, lorsqu'on parle de OCPVM, ce que vous êtes en train de nous dire là, on peut comprendre aisément que ce sont des différents types de OCPVM? Tout à fait. Que nous avons. Tout à fait, tout à fait. Parce que pourquoi ces différents types? Vous savez, quand vous allez sur le marché financier, oui. On l'a dit ici, c'est votre profil d'investisseur qui vous guide, notamment sur le marché financier. Et ce profil-là crée donc une aversion pour le risque et vous pouvez donc décider de ne pas, par exemple, vous intéresser à une SICAV ou un fonds commun de placement dominé donc par des actions, parce qu'en ce moment, vous avez une aversion donc, de risque pour les actions. Vous allez donc, dans ces conditions-là, acheter des fonds communs de placement ou des SICAV dominés par des obligations. Mais de manière générale, quel que soit donc l'OPCVM que vous détenez entre les mains, que ce soit une SICAV ou un fonds commun de placement, même si c'est à dominante, j'allais dire, action, vous avez quand même des obligations, vous avez quand même des produits monétaires qui font partie donc, de ces SICAV. Quand on vous dit, par exemple, une SICAV à action, vous avez la majorité donc, des titres financiers détenus dans cette SICAV-là sont évidemment donc, des actions. De manière générale, entre 60 et 75% d'actions sont donc contenues dans ce fonds-là. Et le reste, c'est composé donc, des obligations et des titres du marché monétaire. Vous avez évoqué une aversion au risque. On a toujours le pied sur le frein. On joue toujours la carte de la prudence. Tout à fait, tout à fait. Parce que, vous savez, le principe de l'investissement reste le même. On l'a dit ici, quand vous décidez d'investir, oui. La première des choses, on l'a dit, il faut définir votre profil d'investissement. Oui. Ce profil d'investissement vous permet donc d'afficher votre aversion pour le risque. On a dit également, vos objectifs financiers doivent être définis donc en amont. Et ensuite, on a dit, tout cela vous permet de déterminer notamment votre champ d'investissement. Ben, lorsque le champ d'investissement est déterminé, il est défini, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez maintenant choisir, aller maintenant à l'allocation d'actifs, choisir les actifs qui vont composer votre portefeuille d'investissement. Mais dans ces actifs-là, vous pouvez décider, au lieu d'aller par exemple acheter des titres vifs, qu'on appelle des titres vifs, c'est-à-dire les actions, les obligations en direct, vous pouvez décider d'acheter des OPCVM, c'est-à-dire soit des SICAV, soit des fonds communs de placement. C'est vrai qu'on a cité beaucoup d'éléments, mais vous allez nous dire pourquoi aujourd'hui, moi Thierry Angeval, je vais investir dans un OCPVM. Alors, mais la raison est tout simple. La raison est tout simple parce que vous bénéficiez, j'allais dire, vous allez bénéficier de trois gros avantages. Dites-nous. Le premier serait que vous allez déléguer votre portefeuille, la gestion de votre portefeuille à un professionnel. Donc, vous n'allez pas vivre ce stress quotidien, oui. Notamment qui est imputé à tous ceux qui gèrent leur portefeuille individuellement. Voilà. Ensuite, vous allez acheter les titres qui composent votre portefeuille d'investissement à faible coût. Je vous ai dit que la moyenne des cours, la moyenne des prix, disons, pour les OPCVM sur le marché financier, c'est de l'ordre de 3 à 4 000 francs CFA. Ensuite, vous allez bénéficier donc du principe de la diversification. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que quand vous achetez par exemple une SICAV en action, une SICAV qui est dominée donc par des actions, ben, cette SICAV est composée à la fois des obligations et des titres du marché monétaire. Ça veut dire que vous avez peut-être la majorité donc, de cette SICAV est composée donc d'actions, mais vous avez également des obligations et des fonds, des titres du marché monétaire qui composent cette SICAV. Vous voyez, vous avez donc la diversification donc, de votre produit financier qui s'offre devant vous. Oui. Ouais. Alors, donc, c'est ce qui vous permet notamment de bénéficier de tous les avantages quand vous décidez donc d'investir dans une SICAV. Et de manière générale, je recommande à tous les débutants, à tous ceux qui démarrent un processus d'investissement, de commencer d'abord par des OPCVM. À considérer ou pas la volatilité du marché? À considérer ou pas la volatilité du marché, parce que là, ce n'est pas vous qui gérez cela. Oui. Ce risque-là, il est géré directement par le professionnel du marché, notamment par le gestionnaire de votre SICAV. Lui, c'est un professionnel, c'est un professionnel de la gestion collective. Donc, il a les outils, il a les connaissances, il a les compétences pour gérer donc tout cet aspect des choses. Vous ne l'avez pas.
Voyez. Alors, c'est comme si on vous disait, messieurs, voilà un portefeuille d'investissement, composez votre portefeuille d'investissement et gérez-le. Vous commencez tout de suite à avoir du stress. Alors, si vous confiez, par exemple, votre portefeuille d'investissement à un professionnel, ben, c'est son métier de tous les jours. Quand il se lève le matin, quand il part se coucher le soir, il n'a que ça en tête. Donc, il est beaucoup plus apte à vous aider, notamment dans la gestion de votre portefeuille d'investissement. Parce que je voudrais dire, pour compléter cela, lorsqu'il gère votre portefeuille d'investissement, bien évidemment, il faut bien qu'il soit rémunéré. C'est clair. Donc, il perçoit ce qu'on appelle des frais de gestion. OK. Loin de moi l'envie d'être pessimiste, hein, mais c'est vrai que quand on parle de gérer des fonds pour quelqu'un, on a envie d'avoir le regard un peu là-dessus. Pas d'ingérence de notre part. Oui. Non, pas d'ingérence parce que, vous savez, quand vous décidez donc d'acheter un OPCVM, tout ce qu'on a défini ici en ce qui concerne donc l'achat d'un titre vif, notamment la détermination de votre profil d'investisseur, tout cela également est fait. Mais quand vous décidez d'acheter un OPCVM, le principe c'est que vous acceptez en même temps de déléguer la gestion de votre portefeuille d'investissement à un professionnel du marché. Ce sont des clauses qu'il faut respecter. Ce sont des clauses qu'il faut respecter. Donc, à partir de cet instant-là, vous n'avez plus le stress d'une gestion en tant que quotidienne et ce professionnel-là se substitue à vous pour pouvoir gérer votre portefeuille d'investissement. Et si c'est une SICAV, là, vous avez votre mot à dire, notamment à l'occasion des assemblées générales qui vont se tenir. Vous pouvez donc peut-être critiquer la gestion donc, de ce portefeuille d'investissement parce que vous êtes plusieurs actionnaires. N'oubliez pas, vous êtes actionnaire dans le cadre d'une SICA. Vous pouvez critiquer donc, la gestion de votre portefeuille d'investissement. Vous pouvez faire des recommandations donc, au gestionnaire qui, lui, est obligé de les tenir, de prendre en compte ce que vous dites. Mais il y a un élément qui est essentiel dans tout cela, c'est que lorsque vous décidez d'acheter donc, un OPCVM, il vous est remis ce qu'on appelle un document d'information. Et dans ce document d'information, la politique d'investissement, la politique de gestion, notamment de cet OPCVM, vous est clairement donc indiqué. On peut critiquer la gestion, mais si on n'est pas trop content, on peut en sortir. On peut en sortir. Oui. On peut en sortir. C'est pour ça qu'il y a des frais de sortie. Oui. De manière générale, quand vous achetez donc un OPCVM, on vous demande de l'acheter peut-être pour 3 ou voire 5 ans. Et pendant cette période-là, vous êtes censé, en principe, ne pas sortir. Oui. C'est pour ça qu'on met des frais de sortie, notamment pour freiner, pour décourager donc les investisseurs à franchir donc ce pas-là. Mais si vous décidez tout de même de sortir, vous allez donc subir, donc, vous allez payer donc les frais de sortie qui, de manière générale, tournent autour de 2% de la valeur de votre portefeuille d'investissement, et puis vous sortirez de cet OPCVM. Les investisseurs eh bien, sont nombreux en Côte d'Ivoire. Alors, à part cette plateforme Matin Bonheur où on a tous les éléments de réponse, eh bien, comment est-ce qu'on peut avoir toutes ces connaissances sur ces organismes et aisément travailler avec? Alors, on l'a dit ici, je voudrais donc me répéter là-dessus. Répétition étant pédagogique. Tout à fait. Vous savez que toutes les banques de la place ont compris donc le principe de la gestion collective. Oui. Et le principe de la gestion collective, notamment les OPCVM, vous permet de collecter de l'épargne auprès donc des investisseurs. Et c'est cette épargne ensuite qui est investie notamment sur le marché financier en achetant donc les actifs financiers. Alors, vous avez donc ces banques qui existent, mais qui, à côté d'elles, ont toutes des sociétés de gestion d'OPCVM. Oui. Et donc, vous devez donc vous approcher donc des banques de la place qui, elles, vont vous conduire donc vers leurs filiales qui sont spécialisées dans les gestions d'OPCVM, auprès de qui vous allez donc acheter tous ces produits financiers. Est-ce qu'il faut privilégier une forme d'OCPVM par rapport à une autre? Non, là, ça dépend de votre profil d'investisseur. Ça dépend donc de votre appétit même par rapport aux produits financiers. C'est comme si vous me dites, entre une action et une obligation, qu'est-ce que je dois acheter? Là encore, vous voyez que ça dépend de votre profil d'investisseur. Oui. Si vous avez une aversion pour le risque, vous n'allez pas acheter une action. Vous voyez, vous allez plutôt acheter un titre obligataire. Donc, c'est la même chose pour les OPCVM. C'est pour ça que vous avez le choix. Vous avez donc la SICAV et vous avez donc le fonds commun de placement. À l'intérieur, maintenant, de ce premier choix qui s'offre à vous, vous avez donc des différentes catégories, notamment donc de SICAV et de fonds qui, elles, sont associées soit à des actions, soit à des obligations, soit à des titres de marché monétaire, soit c'est un mixte qui est fait et qui vous est vendu sous forme de produits diversifiés. Je me permets de rester dans le jeu de mots. Vous avez parlé d'appétit. Est-ce qu'il faut être gourmand quand on sait que la gourmandise, c'est un vilain péché?
Non, ça dépend de comment dirais-je, le montant que vous voulez mettre sur la table. Okay. Si vous décidez donc d'investir et vous démarrez donc avec un gros montant, je vous l'ai dit ici, il faut investir donc à tempérament. Okay. Il ne faut pas tout de suite injecter toute la somme que vous avez sur le marché financier. Vous investissez à tempérament, cela vous permet donc de lisser et de réduire donc vos coûts d'investissement par rapport donc au marché, et cela vous permet donc d'avoir des coûts qui fluctuent sur le marché, et cela vous permet bien évidemment, comme je l'ai dit, de lisser vos coûts, donc d'avoir une moyenne des coûts qui vous est favorable. Parce que quand vous achetez un titre ou quand vous achetez un OPCVM, n'oubliez pas, vous avez toujours des frais à payer, notamment aux professionnels du marché. On va certainement revenir sur un élément et surtout s'attarder là-dessus. Qu'en est-il des émissions? Comment ça marche? Alors, les émissions d'OPCVM dans le cadre de la SICAV sont faites directement par la SICAV pour le compte donc, des investisseurs qui achètent donc, leurs produits financiers. Et dans le cadre d'un fonds commun de placement, c'est fait directement par la société de gestion qui gère ce fonds de commun de placement et qui met donc ces titres, notamment ces produits-là, à la disposition des investisseurs. Alors, quand on parle maintenant d'émissions de titres de manière générale, oui. C'est une entreprise ou l'État de Côte d'Ivoire, un État qui décide d'aller sur le marché financier et qui décide donc d'émettre des titres, soit des titres obligataires, soit vendre une partie donc, de ces actions pour pouvoir collecter de l'argent auprès donc, des investisseurs. Mais à côté de toutes ces démarches, comment on choisit un support d'investissement? Alors, le support d'investissement, encore une fois, il dépend donc de l'investisseur lui-même. Vous avez plusieurs de votre profil et oui. Tout cela. Vous avez donc plusieurs supports d'investissement qui vous sont proposés par le marché financier et face à cela, vous avez donc des choix à opérer. Et ces choix-là vont bien évidemment dépendre de ce qu'on a dit tout à l'heure, votre objectif financier, votre profil, votre champ d'investissement. C'est tout cela qui va vous permettre de choisir donc le support d'investissement. Alors, dans ce dernier virage de Matin Bonheur, on parle bien sûr du rôle et de l'importance des OCPVM, eh bien, les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Un aspect aussi très important que nous allons aborder là, est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, en ce qui concerne les OPCVM, l'inconvénient qu'on reproche de manière générale aux OPCVM, ce sont les frais. Parce que vous allez payer des frais d'entrée, ensuite vous allez payer des frais de gestion de votre portefeuille d'investissement, et puis enfin, si vous voulez sortir avant donc, le terme, vous allez payer également des frais de sortie. Donc, les professionnels du marché, ou du moins les investisseurs, estiment que ça fait trop de frais, notamment pour un OPCVM. Comparativement donc au titre vif, où vous payez donc les frais de courtage au moment où vous achetez donc le titre, et vous payez également donc les frais de courtage au moment où vous vendez le titre, mais vous n'avez pas des frais de gestion en tant que tels que vous payez notamment à la société de gestion. Même si à un moment donné vous payez ce qu'on appelle donc des frais du dépositaire, parce que quand on vous garde vos titres, celui qui garde les titres a besoin donc d'être rémunéré, vous les payez, mais ces frais-là sont inférieurs notamment aux frais que vous payez pour les OPCVM. Et ces frais-là sont à hauteur de combien? De manière générale, les frais d'entrée sont de l'ordre de 1%. Oui. Si vous décidez, par exemple, d'acheter pour 20 000 francs d'OPCVM, le montant que vous allez payer sur ces 20 000 francs, c'est 1% de 20%. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Ouais. On fait le calcul rapidement, donc chez nous déjà à la maison, on peut savoir comment est-ce que ça marche. J'ai le regard, certes, dans ce qui se fait, mais aussi je dois savoir qui est mon intermédiaire financier. Oui, tout à fait, parce que quand vous décidez d'aller acheter donc, des OPCVM, il est bon de savoir à qui vous avez affaire. Vous avez des professionnels du marché qui sont là, mais tout le monde n'a pas les mêmes performances. Il faut que vous achetiez notamment vos OPCVM chez les professionnels du marché qui sont vraiment aguerris, des gens qui ont fait leur preuve sur le marché et des gens que le marché reconnaît comme étant de véritables experts dans la gestion collective. J'allais même demander, est-ce que c'est au feeling, est-ce que c'est au regard Non, ce n'est pas au feeling, c'est en fonction donc de la performance des uns et des autres sur le marché et que vous allez donc chez le meilleur, je dirais, ou les meilleurs gestionnaires donc, de portefeuille pour pouvoir donc acheter des OPCVM. Eh bien, on l'a dit aussi, détenir un même portefeuille d'investissement, que ce soit dans les fonds communs de placement ou aussi dans les SICAV. On va revenir un peu sur la définition de ces différentes entités-là pour une meilleure compréhension. Alors, je dis, d'accord, un OPCVM de manière générale. Un OPCVM, c'est un portefeuille de valeurs mobilières
gérés par des professionnels du marché et détenus par, comment dirais-je, par des investisseurs institutionnels ou privés. Oui. Alors, la SICAV, elle, c'est donc toujours un portefeuille de valeurs mobilières, mais qui a un statut différent donc, du fonds commun de placement, puisqu'il a un statut, la SICAV a un statut juridique, c'est une société donc anonyme qui émet donc des actions, et lesquelles actions sont achetées par des investisseurs. Le fonds commun de placement, lui, n'a pas de statut juridique, il émet donc uniquement des parts, lesquelles parts sont achetées par des investisseurs. Voilà donc la différence. La différence réside notamment sur le plan juridique. Si on peut les dénombrer en Côte d'Ivoire, on a combien de OCPV? Alors, on a, de manière globale, on va toujours répondre qu'on a 4 OPCVM. Pourquoi? Parce que vous avez des OPCVM, j'allais dire, adossés à des actions. Vous avez des OPCVM dits obligataires, vous avez des OPCVM dits monétaires et des OPCVM diversifiés. Voilà comment on peut les traduire de manière globale. Maintenant, à l'intérieur donc de chaque classification, chaque gestionnaire de portefeuille peut dénommer ou nommer, comment dirais, son OPCVM de la manière qu'il veut. Il peut l'appeler par exemple fonds commun de placement dynamique, fonds commun de placement sérénité, et à l'intérieur donc de ce fonds commun de placement, il peut en avoir plusieurs, et pour toucher notamment la sensibilité de différents investisseurs. Si vous dites, par exemple, moi, je veux acheter des fonds communs de placement de type obligataire, il va vous proposer ces fonds communs de placement de type obligataire, mais même là encore, il vous dira, par exemple, dans le fonds commun de placement de type obligataire Sérénité 1, par exemple, je dis un peu n'importe quoi, les obligations composent ce portefeuille-là à hauteur de 70%. Et dans le fonds commun de placement Sérénité 2, par exemple, les obligations composent ce portefeuille-là à hauteur de 50%. Vous voyez, ce n'est plus la même composition de portefeuille d'investissement que vous avez donc entre les mains. Et donc, la performance que vous attendez de ce portefeuille d'investissement, bien évidemment, sera différente. Cette performance sera différente, comme on appelle, en fonction donc, des différents portefeuilles d'investissement. On imagine les séances de travail avant d'investir. Effectivement. Effectivement, parce que quand vous décidez de... Vous savez, l'investissement, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Ce n'est pas un jeu. Parce que vous êtes en train de tabler, de jouer, vous êtes en train de parier sur votre avenir. Vous êtes en train de définir votre avenir. Vous êtes en train de, j'allais dire, de poser donc des jalons pour votre avenir. Pourquoi? Vous avez donc un objectif financier que vous voulez atteindre. Comment atteindre cet objectif financier? En même temps, vous avez une peur de certains actifs financiers sur le marché. Donc, il va falloir faire attention à tout cela. Vous dites, par exemple, moi, je ne veux même pas entendre parler d'actions parce que ce sont des titres trop risqués. C'est vrai, mais en même temps, ce sont les actions qui vont vous procurer le plus de rentabilité dans un portefeuille d'investissement. Vous voyez un peu le contraste. Ensuite, vous dites, moi, je ne veux que percevoir des revenus réguliers et en même temps, je veux réaliser des projets donc importants. Ce n'est pas possible. Si vous décidez de percevoir des revenus réguliers, donc en investissement que dans des titres obligataires, oui, chaque année, vous allez percevoir des revenus réguliers, mais ne vous attendez pas à une croissance de votre capital investi parce que l'obligation ne vous donne pas de la croissance du capital investi. La croissance du capital investi vous est donnée par les actions. Et c'est cette action-là qui peut passer du simple au double au bout d'un certain nombre d'années qui va vous permettre notamment de réaliser vos objectifs financiers. Donc c'est pour cela qu'on invite notamment les investisseurs, notamment là j'invite tous les téléspectateurs qui sont intéressés par un processus d'investissement à détenir donc dans leur portefeuille d'investissement une multiplicité des titres financiers qui correspondent à leur aversion donc pour le risque. Merci pour cet appel, bien sûr, aux téléspectateurs et à toutes les personnes qui nous regardent. Monsieur Guy Abi-Noguès, que retenir parlant des OCPVM avant de terminer? Alors, vous savez, quand vous décidez d'investir dans un OPCVM, vous devez être serein, puisque la gestion de votre OPCVM sera faite par un professionnel du marché. Et ce professionnel du marché lui-même, il a la pression et il est contrôlé par l'autorité de régulation du marché financier. D'abord, il est agréé par cette autorité du marché financier. Ici, en Côte d'Ivoire, il est agréé par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, qui est l'autorité du marché financier régional, qui donne l'agrément à ce gestionnaire de portefeuille en vérifiant les antécédents de ce gestionnaire-là, savoir s'il a les compétences requises pour pouvoir gérer un portefeuille d'investissement. Parce que faire de la gestion collective, c'est gérer donc des fonds de plusieurs personnes. Donc vous avez une responsabilité énorme
notamment dans cette gestion-là. C'est pour cela que l'autorité du marché financier prend toutes les précautions pour s'assurer que ce gestionnaire-là a vraiment les compétences requises pour pouvoir donc gérer un portefeuille collectif. Donc à partir de cet instant-là, vous devez donc vous enlever cette peur-là, notamment en ce qui concerne ces gestionnaires de portefeuille qui sont agréés par le marché financier. Ils ont l'expertise et ce sont eux qui vont gérer prudemment votre portefeuille d'investissement et vous apporter de la sénérité dans vos investissements. Monsieur Guy Abi-Nogues, merci. Merci. Excellente journée donc à vous. Allez, nous avons évoqué les OCPVM, bien sûr, dans la thématique investissement de ce jour. Nous sommes donc lundi. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous depuis 6h25. Ce sera la même heure demain, le même rendez-vous avec un autre contenu, car nous serons bien sûr mardi. Merci à Jacques Bourreau, merci à toute l'équipe. Et la semaine a commencé donc avec Matin Bonheur sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Paix chez vous et que Dieu vous garde. Au revoir.